Bienvenue dans Xenius. Salut! Aujourd'hui, nous sommes dans le pays d'Émilie, en Bretagne. Bienvenue à Concarneau. Regardez bien notre véhicule. Et regardez ces bateaux. Quel est leur point commun? Alors? Le plastique. Ce matériau artificiel compose 1/5 du Xenibus. Les avantages du plastique sont bien connus. C'est un matériau léger et extrêmement résistant. Malheureusement, il est loin d'être écologique. Oui, de sa fabrication jusqu'à sa mise au rebut, son impact environnemental est énorme. Alors aujourd'hui, on fonde de grands espoirs dans les biomatériaux. Mais comment les fabrique-t-on et quel est leur degré de résistance? En mer, les matériaux sont soumis à rude épreuve. L'eau salée, les tempêtes et le soleil ne leur font pas de cadeaux. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une équipe de navigateurs et de chercheurs qui est parvenue à mettre au point un bateau en biocomposite. Et sur l'océan et tout seul en particulier, j'ai l'impression de m'enrichir et d'avoir le privilège d'avoir un regard extérieur sur la vie de la Terre. Roland Jourdain est une légende de la voile. Il a remporté 2 fois la mythique course transatlantique en solitaire, la Route du Rhum. Il a participé à 3 Vendée Globe, une course à la voile autour du monde. Par 2 fois, il a été contraint d'abandonner, car la nature est plus forte que les matériaux les plus résistants. Tout seul sur un bateau au milieu de l'océan, là plus qu'ailleurs, on se rend compte qu'il ne faut pas lutter contre la nature, mais qu'il faut faire avec la nature. En 2001, il est le 3e à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe après 96 jours seul au milieu de l'océan. Quand on est tout seul en mer, pour un certain temps, pour un tour du monde par exemple, on a une assez bonne idée aussi de ce qu'est une ressource limitée. Parce qu'on part sur un bateau avec assez d'eau, assez de nourriture pour faire un voyage, mais il n'y en a pas plus. Donc il faut économiser les choses. Donc on connaît la valeur des choses. Les composants des voiliers sont surtout faits de matériaux synthétiques, tels que la fibre de verre et le carbone, produits à grand renfort d'énergie et de ressources diverses. C'est cela que le skipper souhaite désormais changer. Mais globalement, je me rends compte aussi que le modèle dans lequel nous allons nous fait rentrer dans le mur. Donc si je veux être honnête avec moi-même, si je veux rester droit dans mes bottes, je ne peux pas être qu'un marin qui témoigne de loin de l'océan, de dire oui c'est très sale, faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Et donc j'ai voulu essayer ces solutions alternatives, ces idées pour demain. Et nous avons commencé à récolter avec mon équipe différents matériaux, de la fibre de lin, de la fibre de chanvre, de banane, de jute, du liège, du balsa. Pour mener à bien son projet, il s'est associé à un jeune scientifique. Tous deux sont motivés par une même question. Peut-on concevoir un bateau capable d'endurer les conditions extrêmes de la navigation en mer à partir de matériaux biosourcés? Pour moi, dans l'océan, c'est vraiment les sollicitations mécaniques. Voilà, sans arrêt, on peut avoir des efforts énormes sans prévenir. On l'a déjà vu sur le bateau, il peut se pencher d'un coup sans que ça prévienne. Et donc là, c'est vraiment des sollicitations très, très, très fortes et qu'on a du mal à prévoir. Donc c'est vraiment cet aspect mécanique lié au vent, lié au fait qu'on soit propulsé par le vent, qui, quand le vent change, voilà, les efforts mécaniques changent également. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui est pour moi le plus éprouvant pour les matériaux. En plus du vent, le matériau est exposé aux rayons UV émis par le soleil, à l'eau salée et à d'importantes variations de température. L'océan est un environnement extrême. Grâce à un premier prototype, l'équipe de concepteurs veut démontrer qu'un bateau à base de fibres de lin peut supporter un tel milieu. Ils ont mis au point un trimaran de 7 mètres de long, le Goualaz.
Et on veut prouver que si un bateau peut fonctionner comme le Goalaz, s'il navigue, si ça marche, et si on ne coule pas et que tout tient bien, comme c'est le cas aujourd'hui, eh ben ça peut fonctionner pour 1000 fois plus d'objets et de produits à terre. Alors il y a encore beaucoup de travail à faire, mais techniquement c'est super intéressant, technologiquement c'est génial, et philosophiquement, pour recréer des filières économiques et sociales dans l'avenir, je pense que vraiment l'alliance de la nature avec l'évolution de l'espèce humaine, elle est plus que jamais indispensable, et c'est un très très beau challenge. Un défi de taille, mais également une aventure passionnante, dont le Goalaz n'est que le premier chapitre. Émilie et moi avons aujourd'hui la chance d'admirer le fameux Goalaz. En fait, il porte un nom breton qui signifie herbe marine. Ça lui va plutôt bien, parce que ce trimaran est construit en partie à base de fibres de lin et de liège. Et il a déjà emmené pas mal de monde en mer. Aujourd'hui, c'est notre tour. Nous allons faire une petite sortie à son bord dans la baie de Concarneau. Et ce ne sera pas qu'une promenade de santé, puisque notre skipper n'est autre que Roland Jourdain. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment un très très grand plaisir pour nous dans Xenius d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir aussi. Alors, est-ce que vous allez nous montrer ce que ça fait que de naviguer bio? Ben oui, on va pas en parler, on va essayer. Hein. Je crois que c'est la meilleure solution. Alors bienvenue à bord. Okay. Merci. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a en biocomposite et qu'est-ce qui pourrait le devenir? Alors, la plateforme, les 3 coques sont entièrement en biocomposite. Voilà, on est assis sur le biocomposite. On est assis dessus, on voit sa couleur naturelle ici. On l'a laissé exprès pour vieillir, pour le faire souffrir. Mais c'est magnifique, enfin, j'adore l'aspect naturel. Et on pourrait imaginer faire le gouvernail, faire les dérives. Il y a déjà pas mal d'applications qui sont demain possibles. Et le mât? On peut imaginer faire un mât. Je pense qu'il faudrait s'orienter vers d'autres biomatériaux. Moi, j'ai très hâte de commencer des études sur le bambou, par exemple. Le bambou, on n'a pas encore découvert tout ce qu'il possédait. Mais à choisir, imaginons qu'on soit dans un monde où il faille faire des économies. Je préfère avoir un mât en carbone et avoir une coque dans les biomatériaux. Et quelles sont les forces auxquelles sont soumises les coques en ce moment? Alors sur un trimaran comme Goalaz, on a des forces de pression, pression de la mer, qui se traduisent par de la flexion, de la torsion. Ça dépend vraiment des vagues. Donc le bout du flotteur à droite ou à gauche, là, quand le bateau tombe dans une vague, il peut avoir envie de se plier. La coque centrale ici, si on lui tire beaucoup dessus, elle a envie de se tordre. Et bon, c'est le lot de tous les bateaux. Hein. Et le challenge pour nous, c'était de réussir à faire tenir tout ça avec la fibre végétale. Et les forces peuvent être très violentes. Les forces peuvent être très violentes sur un bateau. Donc c'est évidemment proportionnel à son poids, à sa taille. Et parfois en mer, il y a des forces qu'on n'arrive pas à calculer vraiment, puisque c'est ce qu'on appelle la dynamique. On sait en statique calculer beaucoup de choses sur les ordinateurs et sur la conception, mais une vague qui déferle sur le bateau libère beaucoup d'énergie. Et là, c'est un mélange de calcul, d'informatique, de conception et puis d'expérience et d'empirisme. Et on pourrait imaginer un bateau en biocomposite pour les courses comme le Vendée Globe? Alors on ne va pas l'imaginer pour le Vendée Globe qui vient, ni pour le suivant, je crois. Il faut voir que les bateaux du Vendée Globe, les bateaux de course large, sont plus proches de la fusée spatiale que du bateau. Hein. C'est de la très très haute technologie, on est dans un autre monde. En revanche,
90% des bateaux qui naviguent sont proches de ça. Donc il ne faut pas focaliser sur la course, mais sur l'application générale pour un tas de choses. Il y a plein de choses à faire. On sait que cette fibre-là est bonne. On a encore beaucoup de travail pour l'apprivoiser, mais on n'est qu'au début de l'histoire. Ce trimaran est donc capable de résister à des forces considérables. Qui aurait cru possible de naviguer un jour à bord d'un bateau en lin? Les concepteurs du Goualaz ont opté pour une plante très répandue, le lin. Dans le nord de la France, l'arrachage commence fin juin. Jean-Pierre Darras est producteur de lin. À partir de cette plante, il extrait les fibres qui vont servir à l'industrie textile et à la fabrication de biocomposites. Voilà le lin qui est bon à être arraché. On reconnaît à la couleur qu'il a prise, qui est vert-jaune. En plus, il n'y a plus de feuilles, les feuilles ont quitté la tige. Et donc on va nous s'intéresser, on va l'arracher, et on va s'intéresser bien sûr à cette tige qui contient la fibre longue. Afin que ces fibres longues ne soient pas abîmées, les tiges de lin ne sont pas fauchées, mais arrachées, racines comprises, par un engin spécial. Donc, vous voyez, ici, je vais faire un démontage de la tige de lin. Et vous voyez que la fibre est située à l'extérieur. C'est une écorce fibreuse. Et vous voyez qu'elle est collée à un tube boiseux qui permet bien sûr de tenir debout. Au microscope, la coupe transversale de la fibre mature révèle un cylindre boiseux entourant un espace vide. Les fibres de lin sont disposées tout autour de ce tube. Elles forment des faisceaux dont la plus petite structure est appelée fibre élémentaire. Les fibres doivent d'abord être séparées du reste de la tige. C'est la nature qui initie cette opération. Parce que sur ces tiges de lin commencent à se développer des petites taches noires qui sont des micro-organismes, ce sont des champignons qui ont pour but de manger les pectines, les ciments végétaux qui réunissent la fibre au bois. Et nous, par la suite, pour tailler convenablement le lin, nous aurons besoin d'une quasi-disparition de ces pectines afin de nettoyer très correctement la fibre. Les tiges ouvertes par le soleil et l'humidité sont retournées pour que les champignons puissent s'infiltrer partout. Le processus de décomposition doit être interrompu avant que les champignons n'attaquent la fibre. Début août, il est temps pour les tiges de lin d'être acheminées vers l'atelier de taillage. Là, des machines complètent le travail de Dame Nature. La partie boiseuse est broyée, puis les fibres de lin sont séparées. Ce processus produit des résidus, des fibres courtes appelées étoupes, inadaptées à la fabrication de vêtements ou de biocomposites. Une fois compressées, elles peuvent toutefois servir de matériaux d'isolation, notamment dans l'industrie automobile. Les fibres longues, les filasses, sont les plus prisées. Elles sont étirées, filées, tissées et quittent l'atelier sous forme de balles. Nous sommes dans le magasin de matières finies. C'est ici que nous stockons les fibres longues. Alors cette fibre longue va être exportée principalement vers la Chine, où on va en faire du fil. Et aussi, c'est une matière première pour les biocomposites qui vont ensuite subir un certain nombre de traitements pour répondre aux exigences des industriels. Des industriels et des concepteurs du Goualaz. Ce ruban de fibre de lin est à la base du biocomposite fabriqué dans cet atelier. C'est le matériau principal de la coque du Goualaz.
Alors Roland, comment est-ce qu'à partir de ça, on peut faire une coque de bateau? Bizarre, hein. Ouais. Mais une coque de bateau moderne, c'est fait d'un assemblage, c'est un puzzle de plusieurs pièces. Alors il y a des fibres de verre, de carbone, mais de lin, c'est encore mieux, c'est innovant et c'est naturel. Des fibres toutes droites, toutes longues. On a aussi des fibres En oblique. dans ce sens-là. Plus fin. On va les surexposer. On va donner de l'épaisseur pour donner de la rigidité à tout ça, avec du naturel, du liège. Et on refera le puzzle dans l'autre sens, par-dessus, avec d'autres tissus. Et on mettra un liant de la résine. On va voir tout ça. Et à la fin, ça nous fait une structure super intelligente. Et le liège, c'est pour donner une matière solide à la coque? Il va nous donner ce qu'on appelle un sandwich. Si je mets le même nombre de tissus dessous que dessus, quand la résine aura imbibé tout ça et qu'elle aura séché, j'aurai quelque chose d'épais, donc de très raide. Là, on ne peut pas tellement comprendre, mais quand tout sera sec, ça sera beaucoup plus raide que de simplement mettre les tissus sans le liège. Bien sûr, ouais. On va donner Parce qu'on a du volume. Parce qu'on a de l'épaisseur entre les deux pots. Plus c'est épais, plus ce sera dur à casser. Ouais. Mais comme on veut faire un bateau joli et léger, on optimise les épaisseurs. À l'endroit où on a besoin de beaucoup d'épaisseur, on en met. Et sinon, on n'en met pas du tout. Et après, ce qui va rentrer en jeu, c'est la résine alors, c'est ça? Cette résine, est-ce qu'elle est dans le même esprit que les biocomposants? Le Goualaz est fait d'une résine biosourcée à 30%. Il y a certaines pièces qu'on fabrique ici qui sont biosourcées à 55%. Et nous avons fait des essais sur des résines biosourcées à 100%. Et est-ce que c'est assez durable? Et alors, par exemple, le problème pour un bateau, c'est que si le bateau est biodégradable, il ne faut pas qu'il se biodégrade au milieu de l'océan. C'est un souci pour moi. Donc, mais là aussi, la recherche avance et nous, ici, chez Kéros, on essaye de mettre en œuvre, d'essayer, de ne pas réussir parfois, de continuer. Donc c'est intéressant. Alors si maintenant on veut le faire, cet échantillon, il faudrait qu'on mette la résine. Comment on fait? La résine sera injectée par infusion. Au préalable, là, on va faire le vide et elle sera aspirée naturellement. Et pour ça, on va faire appel à notre spécialiste de la mise en œuvre, Ludo. Salut. Bonjour. Alors, attention. Vous avez peut-être l'impression qu'à peine 15 ou 20 secondes se sont écoulées, mais en réalité, nous sommes là depuis 5 heures. Il a fallu attendre que tout soit bien sec. Maintenant, on déballe et on découpe aux dimensions voulues. Allez, on y va. 1, 2, 3. À l'intérieur, du liège. À l'extérieur, du lin. Notre biocomposite est prêt. C'est le matériau de base de la coque du Goualaz. Et voilà ce que ça donne sans le liège. Est-ce que vous avez déjà construit d'autres choses à base de biocomposite? Oui, nous avons construit de nombreux surfs, un kitesurf récemment, et on a des projets dans de nombreux domaines. Ça peut aller vraiment dans divers... Les pales d'éoliennes peuvent être intéressantes. Partout, potentiellement, ce matériau peut remplacer la fibre classique avec certaines caractéristiques intéressantes comme l'anti-vibration, parce que c'est un matériau qui absorbe les vibrations, donc qui peut être excellent pour de l'acoustique ou pour faire du ski qui parfois est trop raide, etc. C'est vraiment multiple. On vous souhaite une bonne continuation alors avec ces beaux projets. Merci. Merci beaucoup. Notre biocomposite pourrait avoir un bel avenir devant lui. Être transformé en planche de surf ou en ski, par exemple, ce qui est plutôt sympa. Mais ce matériau tient-il vraiment ses promesses? Pour le savoir, direction l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, pour le test ultime. Tiraillée, tordue, projetée, la fibre de lin vaut-elle la fibre de verre? Tout est bon pour déterminer laquelle des deux résiste le mieux aux rigueurs de l'océan. Peter Davis est chercheur en matériaux.
Ces tests peuvent décider de l'avenir de nouveaux produits et inspirer les ingénieurs. Nous, on va tester en traction dans un premier temps. Donc on va tirer dessus sur les deux matériaux afin de voir la différence en comportement. D'abord en raideur, donc ça c'est un peu la résistance à la déformation donc pour les deux. Et après en résistance, donc on va aller à la rupture et voir le niveau de charge nécessaire pour casser ces deux matériaux en traction. Dans un premier temps, les deux matériaux doivent donc montrer leur résistance à la traction. La pièce en fibre de verre est tendue. La rupture se produit à 2,5 tonnes de force de traction, une résistance qu'elle doit au mélange avec la résine. Autour des fibres de lin. 100, 110, 120, 130, 140. La pièce se déchire à 1 tonne de force de traction. Donc là, on a vu qu'il y avait une différence assez nette entre les deux matériaux. Les fibres de verre renforcent mieux cette résine que les fibres de lin. Mais il faut dire que ces fibres de verre, ça fait 50 ans qu'on développe ce type de renfort. Les fibres de lin sont très récents et le type de tissage est un tissage qui déforme beaucoup les fibres, donc on voit que le tissage est beaucoup plus serré. Donc on sait qu'en améliorant le renfort et en jouant sur les paramètres de torronnage et de tissage, on peut nettement améliorer ce produit biocomposite. Les ingénieurs doivent donc trouver un moyen pour que la qualité des fibres de lin ne soit pas perdue au cours de la transformation. Les chercheurs préparent maintenant un test en conditions extrêmes, une grande première. Maintenant, on va faire un essai de chute, mais cette fois-ci, on a 50 kg qu'on va lâcher dans un premier temps d'1 mètre. Donc c'est vraiment un choc très énergétique. En ce cas, c'est moins un objet flottant, c'est peut-être plutôt une collision avec un autre bateau ou avec l'infrastructure portuaire. Donc c'est vraiment des chocs très énergétiques. La plaque en lin et liège est prête. Ouais. Le poids a carrément traversé le matériau. C'est la première fois qu'on a fait ce type d'essai sur ces matériaux. On voit que le matériau n'est pas suffisant pour empêcher la perforation. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un essai comparatif. On a deux matériaux. On a un matériau qui est un matériau utilisé dans la plaisance qui est à base de fibre de verre avec une mousse. Et le deuxième matériau, c'est type goualaise, qui est plus épais, qui a la même épaisseur que le matériau de la plaisance. Donc là, on fait juste un essai comparatif pour voir dans les deux cas, avec la même énergie très importante, quelle est la réponse des deux matériaux. D'abord, la plaque en fibre de verre. Le matériau est endommagé. Il y a un délaminage sur peut-être un peu moins d'un quart de plaque. Mais il a toujours son intégrité. Donc il n'est pas perforé. Donc d'un point de vue retour au port, c'est plutôt rassurant. Donc maintenant on va faire la même chose avec le lin. J'étais agréablement surpris parce que quand on a vu le premier essai où on passe à travers, mais c'était avec un échantillonnage très réduit, tandis que là, avec un échantillonnage qui est celui du goualaise, on voit que le matériau résiste quand même à des chocs de forte énergie et que ce n'est pas du tout ridicule par rapport au matériau qu'on utilise aujourd'hui dans la plaisance. Donc c'est plutôt prometteur. Lors de cette série de tests, c'est tout de même la fibre de verre qui l'emporte.
Mais avec un tel potentiel, la fibre de lin pourrait bien un jour lui faire concurrence. Le biocomposite n'a donc pas surmonté tous les tests. Le dernier notamment avait l'air assez douloureux. Mais cela montre bien le travail nécessaire pour espérer remplacer un jour le plastique. En tout cas, aujourd'hui, nous avons rencontré un homme très motivé pour réussir, avec son équipe, à changer les choses. On peut lui tirer notre chapeau. Et il faut bien le dire, Naviguer à bord d'un bateau bio, c'est encore plus beau. Absolument. Sur ce, à bientôt. Salut!